ceux qui ne me connaissent pas, Simon Bousquet, je suis directeur développement des affaires chez Mitax et chef d'équipe au niveau du développement des affaires pour l'équipe du Québec et Canada Atlantique. Donc, pour ma présentation cet après-midi, je vais brièvement, très brièvement vous présenter l'étendue de nos programmes. Ça va vous donner une idée de qu'est-ce qu'on fait exactement. Puis ça va rentrer dans le thème de l'après-midi parce que vous allez comprendre de quelle façon ça impacte l'employabilité des doctorants en tant que tel. Donc, Mitax en tant que tel, on est un organisme à but non lucratif, donc légalement constitué, indépendant du gouvernement et tout ça. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, évidemment. L'avantage, c'est qu'on peut se permettre d'être peut-être plus flexible. Donc, on peut tester des choses, faire des pilotes, puis voir si ça marche, et ensuite aller voir le gouvernement et dire voici quelques résultats préliminaires, est-ce que vous voulez nous financer, puis là, on peut aller de l'avant. L'inconvénient, c'est qu'on a plus de preuves à faire qu'un organisme ou qu'une agence gouvernementale directement, évidemment. Notre mission, c'est d'établir des liens durables entre les entreprises, le tissu social, je dirais, et les chercheurs académiques, les universités en général. Donc, l'argent, évidemment, vient de quelque part, puis c'est à la fois nos bailleurs de fonds fédéraux et provinciaux dans chaque province qui contribuent au financement de nos programmes. Les universités contribuent aussi à une certaine hauteur, chacune d'entre elles. Et la différence des trois conseils, notamment, c'est que nous, on s'adresse à toutes les disciplines des études supérieures. En parlant des trois conseils, faites à noter qu'on a des ententes quand même avec chacun de ceux-ci. Donc, la première entente qu'on a faite, c'est il y a 2 ou 3 ans avec le CRSH. Pour augmenter. Vous êtes sur SH, hein, vous? Oui, c'est ça. Donc, pour augmenter justement la pénétrance des stages en entreprise au niveau des étudiants en sciences humaines et sociales. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile que dans une faculté de génie, par exemple, de par la nature du programme, mais quand même, c'est pas un manque de volonté de le faire. Donc, avec le CRSH, justement, on a mis des programmes en place, des ententes pour faciliter ça d'autant plus. On le fait aussi, on a des ententes avec le CRSNG au niveau des sciences naturelles et du génie. On a des ententes avec les IRSC pour les sciences de la santé. On a des ententes avec Génome Canada, avec les consortiums de recherche au Québec. Donc, on s'associe avec tous ces organismes-là, ces agences-là. Le but, c'est que on soit intégré dans tout ce qui est écosystème de la recherche au Québec et au Canada. Les petits points bleus sur la carte du Canada, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est là où on a des gens comme moi sur le terrain. Donc, le modèle que Mitax a décidé d'adopter, c'est d'avoir des gens dans chaque grande ville universitaire au Canada. Donc, on a 35 personnes comme moi là, sur le terrain. On a quelqu'un à Winnipeg, quelqu'un à Halifax, quelqu'un à Victoria, quelqu'un à Saint John. Évidemment, on a beaucoup de personnes à Vancouver, Toronto et Montréal. Moi, je suis à Sherbrooke, on a des collègues à Québec. Donc, on a des gens sur le terrain pour répondre aux questions des profs, des compagnies, des étudiants. Donc, c'est un modèle qui est très actif et proactif. C'est pas juste une boîte courriel puis un numéro de téléphone où vous pouvez appeler. Donc, historique, au-dessus de 17 000 stages de recherche, 65 universités avec qui on collabore. Donc, sensiblement toute université au Canada qui fait de la recherche, on est partenaire. Programme Accélération, qui est notre programme phare, ce sont des collaborations de recherche appliquées. Vous allez comprendre pourquoi, mais en réalité, on n'a absolument rien contre la recherche fondamentale. On peut faire des collaborations de recherche fondamentale. C'est juste beaucoup plus difficile de convaincre un partenaire d'embarquer avec vous sur ce projet-là, évidemment, mais on ne serait pas fermé à ça. Donc, collaboration entre un chercheur universitaire et des partenaires canadiens. On a accès à toutes les universités, toutes les disciplines, comme je mentionnais. Puis le modèle d'accélération, c'est la participation des étudiants au cycle supérieur, donc des étudiants de maîtrise, doctorat ou postdoc. Quand je dis maîtrise, ça inclut tous les diplômes d'études supérieures, les DESS de ce monde et autres diplômes qui sont considérés deuxième cycle. En fait, on devrait dire deuxième cycle, troisième cycle et stagiaires postdoctoraux. Ça prend un partenaire qui est prêt à participer au projet, qui va retirer des bénéfices du projet de recherche, qui est prêt à contribuer financièrement à ce projet-là. Ça prend un professeur-chercheur qui va encadrer la recherche du point de vue académique. Ça prend l'étudiant, le stagiaire en tant que tel. Puis ce qui va être financé en réalité, c'est le projet de recherche. Nous, ce qu'on évalue, c'est un projet de recherche. Il faut que ce soit de la vraie recherche. Il faut qu'il y ait un intérêt scientifique, académique derrière tout ça. Puis la contribution financière, c'est super simple. La compagnie met la moitié. Je dis la compagnie, mais c'est la même chose. En fait, les partenaires, je peux le mentionner tout de suite, c'est toute entreprise canadienne
légalement constituée puis qui n'est pas sur la liste noire du gouvernement, là, ben, c'est une entreprise qui est éligible à nos programmes. Ensuite de ça, on a les OBNL, les organismes à but non lucratif ou les organismes sans but lucratif, selon votre acronyme favori. La majorité vont être éligibles. Il y a des critères d'éligibilité peut-être plus serrés pour les OSBL. Les sociétés d'État autofinancées sont aussi éligibles. On pense à Hydro-Québec, la SAQ et ces autres sociétés d'État. Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, toutes les, ce qu'on dit les Crown Corp en anglais, puis les sociétés d'État ou sociétés de la couronne en français. Donc, on demande une contribution de la moitié du projet du partenaire. Nous, on va mettre l'autre moitié. Donc, donc on prend de l'argent public pour aider un partenaire dans l'avancement de son projet d'innovation. Puis, l'argent généré finit toujours à l'université sous forme de subvention de recherche dans les comptes d'un professeur-chercheur, puis il se sert de cet argent-là pour payer l'étudiant, le stagiaire, postdoc ou l'étudiant de deuxième ou troisième cycle qui va faire le projet de recherche collaborativement avec le partenaire, donc les deux pieds chez le partenaire, au moins en partie. Donc, généralement, on va viser à peu près la moitié de son temps passé chez le partenaire. Donc, pour qu'il y ait justement acquisition de compétences transversales, connexes chez ces étudiants-là. Donc, ça devient très formateur pour un étudiant de passer du temps puis de faire son projet en partie chez le partenaire. Mais quand même, l'autre partie du projet se fait quand même à l'université. L'université a accès à des appareillages que, évidemment, l'entreprise ne pourrait même jamais rêver d'avoir. Donc, ça devient super intéressant pour l'entreprise aussi que l'étudiant fasse une partie de son projet à l'université. Donc, à la maîtrise, on peut aller faire 2 blocs comme ça. On peut aller chercher 30 000. Au doctorat, on peut aller chercher 90 000. Même chose au postdoc. Fait que ça nous permet d'aller financer une très bonne partie du projet de recherche ou du doctorat en tant que tel, si ce n'est la totalité. Donc, cette collaboration-là, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que tout le monde est gagnant là-dedans. C'est pas l'entreprise qui bénéficie de l'expertise universitaire au détriment de l'université ou vice-versa. C'est vraiment, pour le partenaire, il y a un gain de compétitivité, un recrutement potentiel, accès de l'expertise qui n'est pas disponible chez l'entreprise, ou qui est peut-être disponible, mais si l'entreprise a déjà des ingénieurs, mais sont attitrés à d'autres tâches, ils font de l'opération du jour à jour, ils n'ont pas le temps de s'attarder à un projet de recherche. On dit, ben, faites affaire avec Polytechnique, faites affaire avec une université, puis eux en ont des projets de recherche, puis ils peuvent vous aider là-dedans. C'est un levier sur le budget R&D, évidemment, pour l'entreprise. Puis les étudiants deviennent payés par l'université, donc au niveau de l'administration puis du management de tout ça, du côté entreprise, ça devient assez minimal, fait que ça devient avantageux pour eux aussi. Pour les profs, c'est une subvention de recherche accessible. Donc, ça permet de diversifier les sources de financement de la recherche. On sait que c'est quand même le nerf de la guerre pour ce qui est de la recherche académique, c'est d'aller chercher des fonds pour pouvoir la subventionner, cette recherche-là. Donc, c'est une source supplémentaire de revenus. Je dirais que pour accélération, le plus difficile pour un chercheur, c'est d'avoir un partenaire, de trouver le partenaire puis qui est prêt à contribuer financièrement à un projet. Sinon, le reste, l'écriture de la demande, c'est presque une formalité, puis l'approbation de la demande aussi. Les taux de succès sont hyper élevés là, sur accélération. Puis pour les étudiants, bien évidemment, il y a une grosse partie de l'argent qui est générée par ça qui termine dans les poches de l'étudiant. Ça devient une bourse ou un salaire selon la façon que c'est versé. Donc, ça, c'est déjà très avantageux pour un étudiant. Mais évidemment, l'expérience que l'étudiant peut se targuer d'avoir en la mettant dans son CV, c'est difficilement chiffrable en tant que tel. Le fait de dire, oui, j'ai mon doctorat en biochimie ou en biologie moléculaire ou en marketing ou en musique, mais j'ai travaillé pendant mon doc pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avec telle entreprise, donc je sais comment ça marche une business, puis j'ai déjà travaillé en tant que tel. On s'entend que ça demeure un projet de recherche, mais le fait de l'avoir fait en entreprise, ça a une valeur, une plus-value certaine. Donc voilà pour accélération. Sinon, très brièvement, nos autres programmes, on a Élévation qui est un programme similaire à accélération. Celui-là, il est dédié entièrement au postdoc. Donc, encore une fois, collaboration de recherche avec un partenaire. La cerise sur le gâteau avec Élévation, c'est la formation professionnelle qui est offerte par Mitax. Donc, on va offrir des ateliers de formation en leadership, en gestion de projet, en communication, aptitude de présentation. Le but, c'est d'améliorer la formation de ces stagiaires postdoctoraux-là pour en faire de meilleurs gestionnaires de la R&D pour un emploi futur au sein de l'industrie.
Donc, c'est un programme de postdoc de 2 ans. Sinon, on a un autre programme qui est Global Link. Global Link vise la mobilité internationale chez nous. Donc, tout ce qui est international tombe sous l'ombrelle de Global Link chez Mitax. On a autant des... en fait, si je passe ici, on a de la mobilité entrante. Donc, on a des stages de recherche pour que des étudiants de l'étranger puissent venir faire des stages de recherche dans nos universités au Canada. Ça permet aux profs d'avoir un stagiaire pendant un été puis de le tester avant d'y faire une offre pour des études au cycle supérieur. Fait que ça permet à des profs de faire du recrutement international, mais ciblé avec des étudiants qui ont au moins fait un premier stage. Donc, le risque que l'étudiant perde son temps avec lui à la maîtrise ou au doc est de beaucoup moindre. Un programme qui fonctionne très, très bien, qui est très apprécié des universités. Puis les étudiants qui décident de revenir, ils ont accès à des bourses aussi pour les aider au niveau financier. Souvent, ces étudiants-là ont des frais de scolarité majorés là, qui sont difficilement, qui sont beaucoup plus dispendieux. Donc, on a des bourses pour essayer d'en absorber une partie. Puis sinon, on a aussi des programmes de mobilité sortante. Donc, bourse de recherche. Le premier bourse de recherche, c'est pour des étudiants canadiens qui veulent aller faire leur projet de recherche en collaboration avec une autre université à l'étranger. On a une liste pour ce programme-là. Il y a 6-7 pays partenaires avec qui on a interagi, mais ça permet des collaborations de recherche purement académiques. On n'a pas besoin de partenaires d'entreprises ou d'organismes. C'est vraiment l'université d'ici avec l'université de Sao Paulo au Brésil, par exemple. L'étudiant va faire son projet de recherche en collaboration avec le prof de cette université-là. Donc, le but, c'est de renforcer des collaborations de recherche internationales. Puis sinon, bourse de partenariat, c'est exactement comme accélération, mais avec une entreprise étrangère au lieu que ce soit une entreprise canadienne. Donc, la Belgique, le Liban, tout ça, c'est tout éligible. Donc, s'il y a une entreprise à l'étranger qui est intéressée par l'expertise universitaire qu'on retrouve ici, ben, elle peut contribuer un montant. Nous, on va compléter, on va doubler la somme. Puis là, l'étudiant, il fait son sac, puis il s'en va dans la compagnie, en Allemagne, en Belgique, puis il va faire son projet de recherche dans la compagnie. Donc, ce qui permet à la fois de procurer une expérience industrielle à l'étudiant, mais aussi une expérience internationale. Puis ça a été démontré que les étudiants qui ont une expérience internationale s'en sortent mieux sur le marché du travail. La relation de cause à effet est difficile à pointer parce que c'est pas nécessairement à cause de l'expérience internationale. C'est peut-être le fait que les étudiants qui sont tentés par ce type d'initiative-là, ils ont la personnalité un peu différente, puis sont peut-être plus enclins à avoir de la facilité à se trouver un emploi. On a passé. Étape, c'est des ateliers de formation professionnelle. Un peu comme on offre sous le programme Élévation pour les postdocs, on a aussi des ateliers ponctuels qui sont offerts dans les universités sur lesquels les étudiants peuvent s'inscrire et assister. C'est quand même à petite échelle. Puis de plus en plus, les universités ont leur propre micro-programme de formation. Sherbrooke a lancé ça il y a quelques années, puis je sais que plusieurs universités, vous le faites aussi, qui offrent ce programme-là. Quand on l'a créé, il y avait très, très peu d'universités qui le faisaient, donc ça remplissait un besoin, mais le programme existe toujours. Et dernier programme que je vais mentionner, c'est un pilote. On vient de lancer notre deuxième cohorte, Bourse pour l'élaboration de politique scientifique canadienne ou Canadian Science Policy Fellowship. Ce sont des collaborations des universités canadiennes et le secteur public. En fait, c'est le gouvernement. On a fait une première cohorte l'année dernière avec Ottawa, donc le gouvernement fédéral. En fin de compte, on va voir le gouvernement, les agences, les départements, les ministères, on leur dit « Avez-vous des projets en tête d'établissements de politique publique pour lesquels vous aimeriez vous associer avec des chercheurs dans le domaine? » Donc, des titulaires de doctorat qui peuvent être sensiblement soit des postdocs, soit des profs qui sont intéressés par faire une sabbatique au gouvernement. Puis là, on invite ces agences fédérales-là à soumettre des projets potentiels. Les titulaires de doctorat ont postulé dessus. On a reçu une très, très bonne réponse, donc vraiment beaucoup de candidatures. Puis ça a permis de faire d'excellents matchs. Puis là, présentement, on a une première cohorte de PhD qui sont à Ottawa puis qui travaillent avec ces groupes-là pour les aider à établir les prochaines politiques publiques basées sur la connaissance, l'expertise de chercheurs académiques. Donc, c'est vraiment bien reçu. Puis là, on a fait notre appel pour la deuxième cohorte, encore une fois avec Ottawa. Puis Victoria s'est montré intéressé, donc le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a soumis quelques projets aussi. Puis évidemment, on pense que c'est le genre de choses qui vont revenir dans les années futures aussi. Puis il n'est pas exclu qu'on rajoute d'autres gouvernements provinciaux de d'autres provinces aussi.
Et ben, écoutez, moi, ça fait le tour de l'overview un petit peu de nos programmes. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous disais, on a des gens dans chacune de vos villes, probablement, sinon pas trop loin. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Je peux faire ça comme ça.